Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on poursuit les instincts de survie avec une petite pause auprès des truands pour venir vous faire part d'un nouveau challenge, le challenge chercheur solo difficile que j'ai entamé du coup en physique, donc du coup il n'y aura pas de partie enregistrée, j'ai vraiment tout fait en physique, avec notamment pour règle principale le fait de venir comparer les chercheurs sur la campagne des Clés Écarlates, puisque c'est la dernière campagne qui est sortie, et je me suis retrouvé en fait de fil en aiguille assez rapidement à faire énormément de runs solo, difficiles, avec les chercheurs. J'avais commencé avec Joe, puis j'ai continué avec Norman, puis Amanda, et là je me suis dit, bon bah attends, ça fait déjà 3 chercheurs, eh ben, autant tous se les faire, comme ça on va avoir un point de comparaison de tous les chercheurs sur les Clés Écarlates, et on va voir comment chacun d'entre eux s'en sort. Évidemment, autre règle importante à mettre en place dans le cadre de ce challenge, afin de pouvoir avoir un comparatif à peu près potable, à peu près cohérent entre les chercheurs, j'ai décidé de leur donner accès à l'ensemble du pool de cartes, de façon à voir si il y en avait qui avaient un réel archétype à mettre en avant, ou est-ce que c'était des chercheurs, on va dire, un peu lambda, c'est-à-dire sans âme réellement, sans deck building, sans archétype vraiment spécifique, de façon à voir qu'est-ce qu'il en ressort au niveau de la comparaison de ces différents investigateurs. Du coup, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, les vidéos ne seront pas forcément dans l'ordre de parution des investigateurs et ne concerneront que la campagne des Clés Écarlates. Bien entendu, je ne ferai aucun spoiler sur le contenu de la campagne, de façon à ne pas léser les personnes qui n'ont pas encore joué cette campagne, et surtout aussi ceux qui n'ont pas beaucoup joué la campagne, parce qu'il y a vraiment une rejouabilité énorme, avec beaucoup de possibilités à travers le temps, à travers les scénarios cachés aussi, et aussi si on veut faire plus ou moins de scénarios au cours de nos différents runs. Comme d'habitude, on va parler de l'investigateur, du deck, et un petit retour d'expérience comme j'ai pu du coup jouer des decks qui sont pas forcément optimaux, vous dire ok bon bah je changerai ça, j'améliorerai ça, etc. Sur l'investigateur, du coup on va commencer avec le premier chercheur avec qui j'ai fait ces runs en physique solo difficile, et bien il s'agissait, comme j'ai pu le dire, de Joe Diamond, le détective privé qui a 2 de volonté, 4 d'intelligence, 4 de force, 2 d'agilité. Le trait détective, forcé quand la phase d'investigation débute, révélez la carte du dessus de votre deck intuition. Jusqu'à la fin de la phase, vous avez le droit de jouer cette carte comme si elle était dans votre main en diminuant son coût de 2. Si elle est toujours révélée à la fin de la phase, mélangez-la dans votre deck intuition. Son signe des anciens +1, vous avez le droit de déplacer un événement perspicacité de votre pile de défauts vers le dessus de votre deck intuition. Il a 8 points de vie, 6 points de santé mentale. Sa construction, sa taille de deck 40. Construction du deck, carte chercheur de niveau 0 à 5, carte gardien de niveau 0 à 2, carte neutre de niveau 0 à 5. Exigence de deck, sa carte signature, le Colt 1911 de détective. Sa faiblesse signature, l'affaire non résolue. Et exigence supplémentaire, votre deck doit inclure au moins 11 événements perspicacité, affaires non résolues incluses. Lors de la mise en place de chaque scénario, vous devez choisir 11 événements perspicacité de votre deck, dont affaires non résolues, et les mélanger à part pour constituer un deck intuition. Et c'est le chercheur du cercle brisé. Voilà, beaucoup de choses à lire pour Joe Diamond. Ce qu'il faut retenir, c'est la contrepartie de Roland Banks. Il a le pool de cartes complémentaire à Roland Banks avec chercheur 0 à 5, gardien 0 à 2. Il a un deck intuition, ce qui fait que sa taille de deck de 40, finalement, dans les faits, en partie, ne se sent pas, puisque c'est un deck à part. Donc votre deck, comme le deck intuition doit comporter 11 cartes, votre deck en comporte 29, plus le Colt, plus la faiblesse de base, donc 31 cartes, sans compter d'éventuels permanents. Le deck intuition ne peut contenir que des événements perspicacité. Et c'est, on va dire, quelque chose qui est clé chez Joe Diamond pour bien le jouer. J'en ai déjà parlé dans le recherche ésotérique sur Joe Diamond, n'hésitez pas à aller le voir, dans la dernière partie quand je parle légèrement du deck intuition, où j'établis, on va dire, des critères qui nous permettent de choisir les bons événements à mettre dans ce deck intuition. De mémoire, comme ça, pour moi il s'agit d'événements généralistes, c'est-à-dire qui sont peu, voire pas dépendants de situation, c'est-à-dire pas dépendant du fait qu'il y a un ennemi dans le lieu, pas dépendant du fait qu'il y a un indice dans le lieu aussi peut-être, selon les cartes.
des événements de préférence rapides pour venir gagner des actions, et des événements qui coûtent entre 1 et 2 pour éviter de consommer trop de ressources chez Joe, qui pourrait être une difficulté, puisque étant gardien et chercheur, il a quand même des choses un peu lourdes à mettre en place. La capacité de Joe, elle est super forte. Concrètement, sa capacité, ça veut dire quoi? Ça veut dire piocher une carte et gagner de ressources. Si vous la rentabilisez, ça veut dire ça. Après, évidemment, voilà, dans le deck intuition, vous pouvez peut-être mettre un raccourci, donc vous n'aurez pas le gain de 2 ressources, mais globalement, en brut, ça veut dire ça. Ça veut dire que Joe, en fait, il pioche une deuxième carte à chaque tour, et il peut gagner jusqu'à 2 ressources. C'est super fort, c'est vraiment super fort, et c'est clairement quelque chose qui permet à l'investigateur de tirer son épingle du jeu. Mais on va avancer un peu, avec du coup ses cartes signatures, le Colt 1911 de détective, qui est un soutien qui coûte 4, une icône d'intelligence, une icône de force, une icône libre, qui a les traits objet, arme, arme à feu, deck du Joe Diamond uniquement, utilisation 4 munitions, jusqu'à 2 soutiens outils que vous contrôlez ne prennent pas d'emplacement de main. Pour une capacité activée, dépenser une munition, combattre, vous gagnez +1 et infligez plus 1 dégât pour son attaque, +1 en force évidemment. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous avez le droit de déplacer un événement perspicacité de votre pile de défausse vers le dessous de votre deck intuition, et ça occupe 2 slots de main. Une carte signature qui est du coup une arme à feu, comme Roland Banks, mais qui est foncièrement différente, puisque elle vient jouer, s'adapter aussi à la capa de Joe, avec le fait de venir recycler quelque part les événements perspicacité sous le deck intuition. Ce qui est intéressant de cette partie-là de la capa du Colt, c'est que le deck intuition, il n'y a que 11 cartes. Et si vous ne jouez pas la carte du dessus de votre deck intuition pendant votre tour, vous allez remélanger. Donc, quelque part, c'est quand même quelque chose qui permet de jouer plusieurs fois un même événement, comme par exemple suivre son intuition. Et du coup, gagner de ressources. Gagner un indice sans test, découvrir un indice sans test, mais aussi gagner de ressources parce que suivre son intuition coûte 2 ressources. L'autre aspect qui est très intéressant et qui à mon sens est même le plus intéressant du Colt 1911, c'est le fait que ça nous donne 2 emplacements de main supplémentaires pour des soutiens outils. Ça c'est vraiment super fort, ça permet à Joe d'être vraiment un investigateur vraiment flexible, qui est doué pour le solo, parce qu'il va avoir son arme de prédilection, avec quand même 4 munitions, c'est assez intéressant, et en plus il va avoir des outils pour pouvoir enquêter. Il aura ses 4 slots de main, ce qui fait que, dans l'absolu, il va pouvoir quand même être très complémentaire et pouvoir faire plein de trucs. Sa faiblesse signature, l'affaire non résolue, un événement qui coûte 4, qui a les traits perspicacité et mystère. Placez un de vos indices sur le lieu avec la valeur occulte la plus élevée. Retirez affaire non résolue de la partie. Forcez. Si affaire non résolue est censée être mélangée dans votre deck intuition, ajoutez-la à votre zone de menace à la place. Jusqu'à la fin de la partie, elle gagne forcé. Quand la partie se termine, Joe Diamond reçoit 2 points d'expérience en moins pour ce scénario. Donc, cette faiblesse a un tempo très court, elle nous demande de la résoudre autour lors duquel elle est révélée au-dessus du deck intuition, elle est positionnée au-dessus du deck intuition. Ce qui fait que, bon, il faut pas se louper. Après, dans ses conséquences, 2 points d'expérience en moins, c'est embêtant, mais c'est pas dramatique. Ça ne vous tue pas, ça ne vous rend pas dément, ça ne vous vainc pas, ça ne vous fait pas perdre la partie. C'est un manque à gagner en termes d'expérience, mais dans l'absolu, c'est pas bien grave. Qui plus est, l'événement coûte peut-être 4, mais comme il est joué depuis votre deck intuition, vous réduisez son coût de 2, donc il ne vous coûte que 2. Quelque part, Joe, en gros, doit s'arranger pour avoir toujours 2 ressources, soit directement dans sa réserve de ressources, soit doit pouvoir s'arranger pour, au cours de son tour, avoir 2 ressources pour jouer en 3e action, l'affaire non résolue. Bon, vraiment, c'est pas la pire faiblesse du jeu. Placez un de vos indices sur le lieu avec la valeur occulte la plus élevée. Joe est un chercheur. Trouver des indices, c'est son boulot. Honnêtement, c'est une faiblesse qui est somme toute assez gentille. Mais bon, avançons un peu. En gros, Joe, il a un pool de cartes complémentaires qui est très bon, qui est vraiment très bon, qui peut lui permettre de faire tout, combattre et enquêter. Il a des très bonnes stats actives. Il a des bonnes stats actives avec 4 en force, 4 en intelligence, ce qui fait encore une fois qu'il va pouvoir tout faire et qui
se prête très bien au solo ou en tant que troisième investigateur. Néanmoins, évidemment, la contrepartie, ce sont ces stats défensifs qui sont faibles, avec 2 en volonté, 2 en agilité, et donc le risque important de venir subir les différentes traîtrises du deck de rencontre. On pense évidemment aux mains saisissantes en agilité et au reste pourrissant en volonté. Ça, c'est sûr, c'est un défaut de Joe. Pour autant, bon voilà, en point de vie, il a quand même 8 points de vie et 6 points de santé mentale. 8 points de vie, c'est quand même bien, donc c'est vrai qu'on va moins craindre les mains saisissantes. 6 en santé mentale, bon, c'est fragile, et la combinaison volonté à 2, points de santé mentale à 6, effectivement, ça peut venir poser problème. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de truands qui sont dans ce cas-là, et ils s'en sortent quand même très bien. On va donc passer au deck. Donc, je le rappelle, c'était pour les clés écarlates, dans le cadre d'un challenge solo difficile. Le deck de départ, donc déjà, premier commentaire, j'avais pris dans le vif du sujet moyennant 2 traumatismes physiques. Donc ce qui fait qu'en début de partie, Joe commençait à 6 et 6. Dans le vif du sujet, était là pour venir me donner un package mobilité. Le package mobilité avec la carte ancestrale, avec les chaussures de randonnée et les segments d'Onyx pour avoir ni plus ni moins que le pendentif de l'arène. Évidemment, je jouais en tabou, version 2022, donc une fois le pendentif de l'arène vidé, tout était mis hors jeu et je ne pouvais plus le rejouer. Le package mobilité, j'y reviendrai, on va discuter rapidement du module enquête. Le module enquête se caractérise, enfin, en tout cas est composé de l'appareil photo à souffler, puisqu'on est en solo. Découvrir le dernier indice de mon lieu, ça va arriver quasiment à tous les tours, donc je vais vite recharger 1 voire 2 appareils photo à souffler. Pour venir en complément, j'ai pris 2 lampes torches. Bon, des lampes torches pour limiter la valeur occulte, je connaissais pas trop la campagne, donc bon, je me suis dit les lampes torches c'est quand même une valeur sûre. Voilà, rien de plus à ajouter. J'avais pris le professeur William Webb qui nous permet, lorsqu'on réussit une enquête, de soit, entre guillemets, recycler un objet des fosses à la place ou de découvrir un indice dans un lieu connexe. Voilà. Et après, j'avais pris scène de crime et suivre son intuition. Évidemment, suivre son intuition était dans le deck intuition. Normal, c'est écrit sur la carte. Scène de crime n'était pas dans le deck intuition. En tout cas, pas systématiquement. Parce qu'il y avait voilà, cette contrainte du fait qu'il y ait des ennemis dans le lieu ou pas. Donc du coup, moi je préfère ne pas la mettre dans le deck intuition pour la jouer de façon à la rentabiliser en ayant 2 ennemis, si jamais il y a 2 indices dans le lieu. Ce qui fait que là, comme ça de mémoire, dans mon deck intuition, j'avais l'affaire non résolue, les croquis absurdes, les raccourcis, les retourner chaque pierre, les suivre son intuition, et donc si je dis une bêtise, je devais avoir les scènes de crime, puisque j'avais ni la perfection de l'entraînement, ni les révélations stupéfiantes, donc j'avais les scènes de crime. Donc bon, ce qui veut dire que j'ai dû les jouer, Joe je l'ai joué il y a 2 mois déjà, par rapport à quand je fais la vidéo, pas par rapport à elle sera sur la chaîne et quand vous la visionnerez, parce qu'il y a vraiment un gros delta en ce moment entre le moment où je filme les vidéos et la date de parution. Donc si scène de crime devait y être et devait être certainement utilisée, même quand il n'y avait pas d'ennemis, de façon à gratter un indice, moyennant 0 ressources. C'est vrai que ça, chez Joe, c'est quand même très bien, parce que scène de crime, on a envie de la rentabiliser avec, on va dire, l'emploi lorsqu'il y a un ennemi dans le lieu, parce que ça coûte quand même de ressourcer une action. C'est vrai qu'avec Joe, bon, elle coûte 0 ressources, donc c'est quand même très sympa. Évidemment, des perceptions pour venir se booster. Le module combat, je me basais notamment sur le Colt. Évidemment, c'était clairement le Colt qui allait jouer. Il fallait avoir le Colt de façon à pouvoir poser nos 2 outils qui étaient l'appareil photo à souffler et la lampe torche, voire 2 appareils photo à souffler. Bon, la machette, en attendant, s'il fallait combattre, j'avais une machette au cas où, puisque bon, en solo, la machette reste quand même quelque chose de très très bon. Et après, j'avais l'étrange solution qui, a posteriori, sera améliorée de façon à donner la carte fiel acide avec le tabou, donc il ne fait que 2 dégâts et non pas 3. Et après, pour le combat, j'avais les coups vicieux et les maîtrises. Certainement prendre l'initiative, même si c'était un peu plus pour le deck de rencontre quand même, pour limiter la casse. Et puis voilà. Les 2 modules vraiment caractéristiques par contre du deck sont d'une part le module mobilité dont j'ai déjà parlé, avec la carte ancestrale, les chaussures, le segment d'Onyx, les raccourcis. Vraiment, ce sont des cartes qui visent à accélérer notre tempo, aller le plus vite possible
pour quelque part en fait limiter la pioche du deck de rencontre et donc limiter les effets d'éventuelles traîtrises qui viendraient nous mettre à mal. C'est vraiment aller le plus vite possible, finir les scénarios entre guillemets en rush, de façon à ne pas subir trop le deck de rencontre. Et l'autre module complémentaire, on va dire antérieur à la mobilité, en fait c'est le module de mise en place rapide, dont j'ai déjà pu parler au cours d'un connaissance interdite sur bien équipé. J'avais dit que j'avais joué Joe Diamond avec ce combo bien équipé sac à dos. Là vous le voyez, c'est le deck que j'utilisais pour faire ce combo et qui a très bien marché. Donc pour la mise en place rapide, on a bien équipé et sac à dos qui vont nous permettre de poser moultes objets dès notre premier tour. Alors oui, dans les faits, on perd un tour. On perd un tour d'enquête, de déplacement, etc. Néanmoins, au travers de toutes ces cartes qui nous permettent d'avoir du gain d'action, de la mobilité, on rattrape très très vite ces 3 actions de perdu, surtout que comme on a été équipé, on est prêt, on rate pas nos tests. On rate pas nos tests, on est optimal, on optimise énormément en fait toutes nos actions derrière, donc le tour de passer à ce stuffé sans avoir d'autres actions est souvent très vite et très bien rentabilisé. Bon, on a, pour essayer de financer un peu tout ça, voilà, j'avais pris les révélations stupéfiantes qui étaient utilisées notamment grâce à retourner chaque pierre et grâce au sac à dos. Voilà, ça fait toujours un petit complément de ressources, c'est intéressant. Parfois, je crois que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de remplir la carte ancestrale de un secret avec, mais bon, c'était surtout pour avoir des ressources et pour pouvoir jouer mes cartes de soutien que j'avais ça. Au niveau du deck final, donc le voici, c'était un deck avec 29 XP de dépensé. J'avais eu 30 XP pour le dernier scénario, j'en ai dépensé que 29. En gros, j'ai amélioré ma carte ancestrale pour booster mon module mobilité et gain d'action. J'ai pris un chasseur de reliques de façon à pouvoir cumuler 2 des 3 slots d'accessoires que j'ai, donc la carte ancestrale, le miroir sacré et le pendentif de l'arène. Je n'ai pas parlé du miroir sacré, j'avais pris le miroir sacré parce que, ayant 2 traumatismes physiques, ayant du coup 6 points de vie, 6 points de santé mentale, je me suis dit que Joe allait peut-être un peu galérer au niveau du tank et que ça allait être compliqué. Néanmoins, j'avoue que j'ai dû utiliser le miroir sacré peut-être que 1 ou 2 fois sur la campagne. Pas tant que ça, pas à chaque scénario en tout cas. Donc bon, c'était on va dire une soupape de sécurité, un coussin d'air, mais c'était pas une carte finalement si essentielle que ça quand je le vois a posteriori. Ce que j'améliorais évidemment et surtout dans les premiers temps, c'était évidemment les sacs à dos de façon à améliorer encore cette mise en place, s'assurer de ne pas avoir d'impair, d'avoir l'intégralité des trucs que je voulais. Encore une fois, je le rappelle, allez voir la vidéo dans Connaissance Interdite. Là, en l'état, le combo bien équipé sac à dos me permettait de jouer l'appareil photo soufflé pour 1 ressource, la lampe torche pour 1 ressource, la carte ancestrale pour 1 ressource, les segments d'onyx pour 0 ressources, les chaussures de randonnée pour 1 ressource, le tranche solution pour 0 ressources, les sacs à dos pour 0 ressources. Bon, voilà, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est super fort. Et il m'est arrivé déjà plusieurs fois, au moins par 2 fois, le dernier et l'avant-dernier scénario c'est sûr, de sortir sac à dos pour 0 ressources, colle de détective du coup pour 3 ressources, appareil photo. Et derrière j'avais 2 ou 3 segments d'onyx. Donc là quand vous avez ça, vous êtes quand même bien parce que derrière, bon, vous devez jouer, ok, par la suite la carte ancestrale, le segment d'onyx ou les chaussures de rando, mais vous pouvez combattre, vous pouvez enquêter, vous êtes pareil, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. J'ai pris la lampe torche 3 XP sur le dernier scénario. Bon, j'ai pas eu trop l'occasion de la tester, c'était pour essayer de voir un peu ce que ça faisait. Pas de synergie particulière avec le deck. Bon, c'est sympa. C'est sympa si la petite synergie, le petit combo que je voulais voir, c'était la carte ancestrale plus la lampe torche de niveau 3, puisque la lampe torche de niveau 3 n'est pas une action, c'est une réaction. Quand vous enquêtez, vous diminuez la difficulté du test de 2, ce qui fait que du coup avec la carte ancestrale ça allait bien. Là où la lampe torche de niveau 0 ne va pas avec la carte ancestrale version tabou, puisque la version tabou dit bien que ce sont des actions basiques, pour ne pas trop copier Ursula. Encore une fois, la pauvre, perso je défends Ursula. C'est malheureusement pas celle qui a le meilleur pool de cartes chercheurs, et pourtant elle tire quand même bien son épingle du jeu. Et la carte ancestrale en fait en l'état
attribuer sa capa à n'importe quel investigateur qui pouvait la prendre. Donc c'est vrai que c'était un peu abusé à mon sens. Donc bon, je reviens à mes moutons. La lampe torche de niveau 3 combote avec la carte ancestrale, qui plus est la carte ancestrale de niveau 4, qui nous permet en fait de faire 2 actions. L'étrange solution, comme j'ai dit, fiel acide pour booster un peu mon combat. Bon, finalement, je m'en suis très peu servi. Les colts ont beaucoup servi et m'ont permis voilà, de recycler un peu mes événements, notamment suivre son intuition. Et effectivement, là, maintenant que j'en parle, je me rappelle, Scène de Crime aussi avait pas mal marché. J'avais pris aussi des studieux pour venir booster ce module, encore une fois, de mise en place. Et après, vous le voyez, en fait, mes événements, ils n'ont pas bougé. Ce sont les mêmes, ainsi que mes compétences. J'ai pas ressenti le besoin de toucher à ça. Franchement, c'était très bien comme deck intuition et comme, on va dire, ensemble de compétences. Particularité, voilà, certains diront pourquoi tu as pris des croquis absurdes et pas connaissance profonde. Voilà, une carte qui coûte 0, qui est un événement qui, moyennant 2 maudits dans le Chaos Bag, nous permet de piocher 3 cartes. Connaissance profonde est meilleure que les croquis absurdes, c'est certain. Néanmoins, chez Joe, qu'est-ce que je vais m'embêter à rajouter 2 maudits dans le Chaos Bag, même si c'est pas grand chose, je suis d'accord, mais qu'est-ce que je vais m'embêter à faire ça, alors que les croquis absurdes me coûtent 0. Ils me coûtent 0. Donc en fait, avec Joe, les croquis absurdes, ça devient des connaissances profondes améliorées quelque part. J'ai besoin qu'il y ait un indice dans mon lieu. Bon désolé, c'est pas comme s'il y avait un indice dans quasiment chaque lieu. Donc dans les faits, franchement, aucun remords. Au contraire, avec Joe, honnêtement, jouer les croquis absurdes, ça permettra peut-être à un de vos camarades, s'il veut jouer les connaissances profondes, de les avoir. Pardon. Ou tout simplement en fait de changer, de sortir certaines cartes que vous ne voyez plus trop sur la table, tout simplement. Parce que les croquis absurdes avec Joe, c'est tout à fait honorable et utile. Oui, donc ouais, pour la petite histoire, chronophobie, la faiblesse de base tirée. Il n'y a pas dans le deck, j'ai pas mis les faiblesses de la campagne que j'avais pioché, les soutiens et tout l'histoire, je les ai enlevés de façon à pas spoiler, encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu, les noms, etc. Au niveau du retour d'expérience, globalement c'est un deck qui a super bien marché. Franchement, j'ai été bluffé de Joe, parce que je l'avais déjà joué, c'est un investigateur que j'aime bien. Je le trouve assez sympa à jouer, bien complet, que ce soit pour le solo ou pour le duo. D'ailleurs, on avait fait une campagne sur Innsmouth avec Psycho où il jouait Joe Diamond, si mes souvenirs sont bons, et je crois que moi j'avais William Yorick, et j'ai toujours trouvé que c'était un personnage très intéressant, avec son deck intuition qui nous donne vraiment un apport supplémentaire, une gestion de l'investigateur qui est vraiment très sympa. Alors oui, beaucoup disent qu'il est vraiment en deçà des autres, étant donné sa statline controversée, moi qui me va très bien, et ce run m'a conforté dans le fait que je trouvais que c'était un très bon investigateur. Surtout qu'encore une fois, ce pool de cartes chercheur gardien, mine de rien, est quand même très très complémentaire, très sympa. Donc bon, moi j'ai pas grand chose à lui reprocher à Joe, il est un peu fragile, ça ok. Néanmoins, en tout cas sur ce run, j'ai pas du tout senti sa fragilité. Mais bon, vous avez vu le deck, beaucoup de gains d'action, etc. Ça va super vite. Mais bref, avançons. Ce qui a bien marché dans le deck, ce qui a vraiment bien marché, j'en ai déjà parlé, j'insiste, bien équipé sac à dos, honnêtement, c'est de la tuerie. Joe n'avait pas accès à l'outil de mise en place, on va dire traditionnel, classique, historique des gardiens, qui est sans tenir au plan, puisque c'était de niveau 3 et que Joe ne peut pas le prendre. Mais avec bien équipé, Joe a enfin son outil de mise en place accéléré, et ça lui va comme un gant, ça va super bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Revoyez le deck, vous verrez, j'avais un total de 16 objets, dont 6 objets à une ressource. Bon, je compte les exemplaires des segments d'Onyx. Ce qui fait que ces 6 objets, s'ils étaient dans ma main, ils étaient joués gratuitement. Quelque part, économie de 6 ressources. 7 objets à 2 ressources. Donc pareil, voilà, encore des gains de ressources potentiels avec les appareils photo, les lampes torches, le miroir sacré, les chaussures de randonnée, la carte ancestrale. C'est énorme, c'est énorme. Bon, après, voilà, il y avait les machettes à 3 et les colts à 4. C'était tout. Juste 2 exemplaires de machettes à 3 et un exemplaire du colt, puisqu'il est unique. Il est unique. C'est la seule carte signature de Joe
à 4, c'est tout. Sinon, voilà, tous les autres objets, si tu as 1 ou 2 ressources, c'est optimisé. C'est aussi un point que je donnais dans ma connaissance interdite sur bien équipé. Il faut avoir un nombre d'objets important, certes, mais des objets utiles. Et là, honnêtement, il n'y a rien à dire. La carte ancestrale, c'est du gain d'action, c'est de la mobilité. Les segments d'Onyx, idem. Enfin, super quoi. Le tout, évidemment, couronné par la suite par des studios. Pareil, j'en ai parlé dans mon connaissance interdite. Les studios qui nous permettent de faire des mulligans plus importants, à 6, voire à 7 si on a 2 studios dans le deck. Et du coup, ça vient améliorer encore plus l'efficacité, maximiser ce combo bien équipé sac à dos, notamment sac à dos de niveau 2. Omen, si tu nous entends, tu peux encore faire monter les actions. L'autre volet évidemment qui a bien marché, j'en ai déjà parlé, j'ai l'impression de faire de la redite, mais il faut enfoncer le clou. Peut-être pas pour le rejouer, mais en tout cas pour que ceux qui ont envie de le tester ou de le faire le sachent. Voilà, tout ce volet mobilité, gain d'action, fuite, avec la carte ancestrale, les chaussures de randonnée, le pendentif de l'arène. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Encore une fois, voilà, la mise en place me virait un tour. Néanmoins, avec tout ça derrière, en fait, ça a rattrapé. Alors oui, le pendentif de l'arène a été nerfé, et c'est bien. En solo, ça reste vraiment très puissant. Surtout quand on a des scénarios où c'est des scénarios entre guillemets en aller-retour. On pense par exemple à l'asile de Carcosa. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous êtes à la moitié du scénario ou aux 2 tiers du scénario à l'autre bout de la map et il faut revenir au lieu de départ. Avec le pendentif de l'arène, c'est fini. C'est beaucoup trop fort. Cette carte n'aurait jamais dû sortir en vrai. Jamais. Et en tout cas, jamais. Pas en chercheur. Avec la pioche qu'ils ont, avec la capacité de pioche qu'ils ont. Et même si Joe, là, il n'y avait pas énormément de pioches, mais la mise en place était telle que il m'est arrivé d'avoir une fois les 3 segments d'Onyx dans ma main de départ et avoir le pendentif de l'arène au premier tour. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez que le jeu fasse ? C'est pas possible. Les chaussures de randonnée, une carte qui pour le coup est bien équilibrée, à mon avis. Voilà, il faut avoir découvert le dernier indice de son lieu pour pouvoir bouger en action gratuite. Honnêtement, c'est ce qu'aurait dû être à mon avis l'éclaireur au début. L'éclaireur qui est déjà une carte de mobilité trop puissante puisqu'elle coûtait 1 XP d'ailleurs à l'origine. Et pas de slot. Donc voilà, les chaussures de randonnée. Maintenant, on va version tabou. Éclaireur coûte 3, les chaussures de randonnée coûtent 1 et c'est un très bon palliatif. Alors effectivement, multi peut-être un poil moins, quoique, franchement en duo, pour moi ça change rien. En trio, ok, mais en duo, il n'y a aucune raison de ne pas jouer les chaussures de course avec un chercheur parce que ça fait encore une fois des gains d'action. Et la carte ancestrale, j'en parle même pas, sachant qu'en plus je n'avais même pas poussé dans ce deck-ci la logique jusqu'au bout pour la carte ancestrale avec un module ou une carte pour la recharger. Là, la carte ancestrale, c'était entre guillemets du one-shot, je la jouais, je la rechargeais pas, et derrière je la virais, soit pour le pendentif de l'arène, soit pour le miroir sacré si j'en avais besoin. Dans les choses à changer ou à améliorer, à optimiser, honnêtement, sur ce deck en solo, j'avais pas besoin des lampes torches. J'avais vraiment pas besoin des lampes torches. Il eût été préférable de jouer les loupes. Vraiment, sincèrement, oui, la lampe torche est plus forte. On est d'accord. Il n'y a rien à dire, la lampe torche est plus forte parce que ça permet de réduire la valeur occulte du lieu, ce qui est mieux que de booster sa valeur. Néanmoins, dans ce deck-ci, avec une loupe qui coûte 1 et qui du coup, avec bien équipé, m'aurait coûté 0, avec une loupe qui est rapide, si jamais je la pioche par la suite, ça fait encore du gain d'action. Par ailleurs, voilà, Joe avec un appareil photo et une loupe ou Joe avec 2 loupes, ça fait déjà du 600 d'intelligence, plus mes différents boosts, plus la carte ancestrale, plus les segments d'Onyx, plus suivre son intuition, plus scène de crime. Honnêtement, ça suffit. Joe, même en difficile, même si à -5, même si à -6, le lieu il est à 1, ça passera, il y a un pion qui te fait rater. Passera. Et puis voilà, si le lieu il est un peu trop velu, suivre son intuition ou scène de crime et c'est fini. Il n'y a rien à dire. Sachant qu'avec les loupes, j'ai aussi les perceptions, j'avais la perfection vient de l'entraînement, donc avec les loupes plus perception, ça fait 8. Si je les jouais avec la perfection vient de l'entraînement, je récupère la perception, donc ça fait une deuxième enquête à 8. Franchement, la lampe torche, c'est pas une erreur, mais c'est pas opti.
C'est pas optique. Clairement, j'aurais pu gagner des actions avec la loupe, aller plus vite, que ça me coûte moins de ressources pour pouvoir jouer d'autres choses derrière. Voilà, franchement, c'est pas grand chose. C'est vraiment du détail. Mais faut le dire. Les trucs à changer, par contre, c'est clairement le miroir sacré. Honnêtement, j'aurais pu me passer de cette carte. Et du coup, ne pas forcément prendre le chasseur de reliques, encore une fois. Puisqu'il y avait cette idée dans ma tête de jouer la carte ancestrale d'abord, pour avoir un bon gros départ bien punchy. Une fois que c'était fait, eh ben, envoyer le pendentif de l'arène pour venir encore accélérer au cas où. Et si jamais j'avais une difficulté, je jouais le miroir sacré. Honnêtement, voilà, de mémoire, même si ça fait un petit moment déjà. Je crois que j'ai joué qu'une fois, peut-être deux. Je me suis soigné qu'une fois, ça c'est sûr. Bon, après ça dépend des campagnes, encore une fois. Il y a des campagnes où il faut se soigner, parce que malheureusement, ça envoie du lourd. Là, sur mon run des clés écarlates, ça s'est bien passé, j'ai pas trop souffert. J'avais du tank autre aussi, donc franchement ça se fait. Par quoi remplacer le miroir sacré? Honnêtement, à voir. Ça dépend si vous avez dans le vif du sujet ou pas. Si vous avez dans le vif du sujet, bon, peut-être soigner des dégâts avec second souffle, peut-être. C'est une carte qui est quand même pas mal et qui par ailleurs nous fait piocher, tout comme les miroirs sacrés. Après, sinon, bon, il y a toujours raisonnement logique si on a peur un peu de la faible santé mentale de Joe, qui est bien, et qui du coup avec Joe nous coûte 0. Donc, voilà, c'est des possibilités qui sont intéressantes. Et l'autre carte que je changerai a posteriori, c'est le professeur William Webb. Je voulais essayer sa capacité pour découvrir des indices dans un lieu connexe. Joe, ça a été un bulldozer, il était dans un lieu, il chopait l'indice, il partait. Etc. etc., etc. J'ai jamais pensé à utiliser sa capacité. Ça ne m'est jamais apparu comme un besoin, comme une nécessité. J'ai joué dans 2 scénarios, j'ai même pas pris la peine de changer l'allié en fait au cours de la campagne avec l'XP parce que en fait il était transparent quoi. J'ai dû le poser 2 fois sur 6 scénarios et j'ai pas utilisé sa capa. Franchement, pas fou. Dans ce deck, encore une fois, je pense par contre que William Webb dans un deck récup sera intéressant. Et en duo ou en multi, effectivement, il aurait peut-être eu plus sa place parce que en duo en multi, on a envie d'avoir des soutiens objets qui nous permettent de découvrir des indices 2 par 2. On pense notamment au nécessaire empreinte digitale. Et du coup, venir le changer et venir le récupérer avec William Webb pour avoir une découverte d'indices plus flexible. Voilà, c'était peut-être la possibilité pour, on va dire, mieux jouer William Webb. Moi, dans mon cas, voilà, il m'a pas servi, ce qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise carte. Au contraire, je pense que c'est une carte dont je n'ai pas su percevoir les bienfaits. En fait, dans l'emballement de ma mobilité, de mon gain d'action, de ma mise en place rapide et tout, je n'ai pas eu besoin de William Webb. Là où d'autres investigateurs ou d'autres archétypes pourraient en tirer pleinement profit. Je vais faire un petit aparté, une petite partie sur pour du multi, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de trucs en solo, mais il faut quand même parler du multi. Il y a beaucoup de joueurs, la plupart des joueurs d'ailleurs, j'ai l'impression jouent quand même en multi, en duo, en solo aussi, solo, duo, peut-être trio. Bon, c'est le deck de base, et je ne l'ai pas changé, mais néanmoins, rapidement, là comme ça, à la volée, sans avoir préparé, qu'est-ce que vous pourriez changer pour que ce deck soit plus adapté au multi? Évidemment, je pars d'un Joe qui du coup sera enquêteur et pas combattant. Voilà, un Joe enquêteur. Évidemment, les coups vicieux, ça c'est remplacé par des déductions. Les maîtrises, vous remplacez par une compétence entraînée, chercheur ou autre qui vous permet de booster votre recherche d'indices. Moi j'aime bien la carte plan d'action. C'est un peu flexible. Ça peut vous donner plusieurs types d'icônes et ça peut vous donner de la pioche. Moi perso j'aime bien. Donc après c'est un choix. Je sais qu'il y a peu de personnes qui jouent cette carte, mais moi j'avoue que je trouve ça assez intéressant. Scène de crime sur son intuition, on garde. Le module mise en place, on garde évidemment. Le module gain d'action, on garde évidemment. Le soutien allié, à voir en relation avec quel, on va dire, outil vous allez jouer. Parce que l'idée, c'est quand même de garder les colts, à mon avis. Pour moi, vous pouvez virer les machettes. Vous êtes l'enquêteur.
Donc logiquement, bon, si vous êtes en trio, que vous voulez faire un peu de flex, pourquoi pas. En duo, vous êtes l'enquêteur, vous virez les machettes, vous avez le colt, ça suffira largement. Au pire, voilà, vous allez prendre l'initiative pour une première attaque s'il faut le faire. Mais sinon, voilà, vous allez buter des rats avec votre colt et ça va bien se passer. Vous récupérez des événements perspicacité sous votre deck intuition. C'est bien. Alors, sur les outils. Là, il faut, à mon avis, il y a deux visions des choses à avoir. Soit on reste sur des outils pas chers pour pouvoir rentabiliser un maximum bien équipé. Avoir par exemple des loupes, encore une fois, des loupes, des lampes torches et des appareils photo soufflés. De façon à en fait faire beaucoup de tests et au travers du gain d'action, notamment avec la carte ancestrale, récupérer les indices assez vite. Mais ça multiplie les tests. Donc ça, ce serait peut-être plutôt pour du standard, facile standard, pour du difficile. Même si dans les faits, ça marche assez bien. Peut-être qu'il vaut mieux essayer de limiter les tests, de prendre le nécessaire empreinte digitale, du coup qui coûte 4. Voilà, qui coûte 4, donc avec bien équipé 3. C'est pas neutre parce que du coup ça vient peut-être un peu gripper la mécanique du bien équipé, quoique il faut privilégier le nécessaire empreinte digitale sur les colts. Les colts vous les poserez par la suite, ça ne viendra pas défausser vos outils, encore une fois, comme j'ai pu le dire dans la connaissance interdite sur bien équipé. Donc à la limite, voilà, vous prenez deux nécessaires empreintes digitales, des appareils photo soufflés et des loupes. Comme ça, vous avez au moins des loupes le temps que les appareils photo soufflés arrivent, pour venir vous booster votre volonté et votre intelligence de façon pérenne. Et vous avez votre nécessaire empreinte digitale pour découvrir les indices 2 par 2. Attention, il s'incline. Ce qui fait que vous ferez une enquête pour 2 indices dans votre tour. Parce que derrière, encore une fois, avec les chaussures de randonnée, si vous découvrez les 2 indices de votre lieu, première action, chaussures de randonnée, 0 action, il vous reste 2 actions dans un lieu où il y a encore 2 indices. Bon, bah là, mieux vaut avoir en effet une petite déduction pour regagner 2 indices derrière. Bon, après, là, à ce moment-là, vous pouvez toujours utiliser la carte ancestrale pour faire encore des actions, encore du mouvement. Donc, voilà, encore une fois, la seule problématique du nécessaire empreinte digitale, qui est une carte que j'aime beaucoup, c'est que, à l'instar des outils de crochetage en truand, ce sera qu'une seule enquête. À moins que vous ayez une carte pour le redresser, mais là, en tout cas, dans ce deck-là, il n'y en a pas. Bon, évidemment, voilà, loupe ou appareil photo pour faire des enquêtes en dehors du nécessaire empreinte digitale. Et du coup, pour l'allier, à mon avis, du coup, 2 possibilités vis-à-vis de ce nécessaire empreinte digitale. Soit vous avez William Webb parce que vous décidez de recycler. Néanmoins, à mon avis, je pense que l'aventurier est un allié qui se prête mieux à ce deck Joe Diamond, et notamment pour recharger le nécessaire empreinte digitale, parce que l'aventurier coûte 4, donc c'est un deuxième nécessaire empreinte digitale. Ok, il va venir recharger vos secrets, mais il tank aussi, et il tank mieux d'ailleurs que William Webb. Et par ailleurs, William Webb, il faut dire ce qui est, c'est beaucoup d'actions. Il y a l'action de pause pour le poser William Webb, comme l'aventurier, la réaction pour récupérer l'objet, ok, mais après il faut reposer l'objet moyennant son coût. Alors que l'aventurier, vous avez payé 4 et c'est fini. Et derrière, les réactions font que vous l'inclinez pour les réactions ou les capacités rapides, je sais plus. Non, c'est capacités rapides, vous l'inclinez pour alimenter votre nécessaire empreinte digitale. Ce qui fait que bon, c'est pas inintéressant. Voire avec le pouvoir de pioche que vous avez, la mise en place rapide que vous avez, pourquoi pas envisager un seul aventurier et mettre un allié complémentaire via charisme. Un Milan Christopher, si vous voulez, une Alix Luxey, pourquoi pas, ça peut jouer, ou autre chose. Hein. Et Jeremiah Kirby à terme pour avoir encore plus de pioches. Voilà, ça se fait. Honnêtement, voilà, je pense qu'il y a très peu de changements à faire par rapport à ce deck pour du duo, en tout cas. Pour du trio, bon, je joue très très rarement en trio. À mon avis, moi, ce que je ferais, c'est sûr que j'améliorerais mon nécessaire empreinte digitale pour avoir la version de niveau 4 ou 5, je sais plus, comme j'ai jamais joué, et qui vous permet de découvrir les indices 3 par 3. Là, c'est sûr que voilà, dans le cadre du trio, je ferai ça. Mais honnêtement, ce deck, voilà, à mon avis, très peu de changements pour le rendre complètement viable en tant que full enquête pour du duo, voire du trio. Petite possibilité aussi, pourquoi pas mettre les glyphes archaïques au début
pour choper les pierres d'orientation derrière. Je crois que c'est celle-ci, celle qui nous permet de découvrir les indices par un indice supplémentaire pour chaque groupe de 2 de réussite. Bah, c'est pas inintéressant parce que si vous décidez de ne pas partir sur le nécessaire empreinte digitale, que vous dites bon bah non, je vais partir sur les pierres d'orientation pour faire ça, ben vous allez venir vous booster de façon passive, donc vous allez préférer en fait les loupes ou les appareils photo soufflés, ce qui fait que Joe sera d'emblée à 6. Vous allez mettre un ou deux alliés qui vont vous mettre plus en intelligence, donc Milan, Alice, Jérémian, donc vous serez au moins à 7 si vous avez un charisme à 8. Donc du coup vous allez enquêter à 8 avec les glyphes pierres d'orientation. Et derrière, bon, vous pourrez toujours avoir voilà, des compétences, peut-être le tarot chercheur qui donne plus en intelligence. Voilà, il y a quand même pas mal de choses et vous attribuez des icônes. Donc je pense que ça aussi c'est viable. Après, ce sera limité au nombre de charges sur les glyphes archaïques. Là-dessus, bon voilà, vous pouvez en avoir 2. Il n'y a pas que ça, encore une fois, il y a des déductions. Donc bon, faut voir, mais je pense que c'est aussi une autre possibilité que vous avez pour ramasser les indices par paquet, entre guillemets. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous aura donné envie de jouer Joe, N'hésitez pas à commenter le format. Bon, j'aurais enregistré d'autres vidéos, j'aurais certainement, avant que vous la voyiez, j'aurais déjà enregistré Norman, j'aurais peut-être enregistré Amanda et peut-être Harvey, bon peut-être pas Harvey, mais j'en aurais fait au moins 2 de plus, c'est sûr. Donc je ne pourrais pas prendre en compte vos remarques tout de suite, ou alors j'essaierai de les ajouter en post-prod. Mais dites-moi surtout, voilà, est-ce que cette dernière partie sur le fait de donner des pistes pour du multi, ça vous intéresse ou pas ? On m'a pas fait la remarque, mais je me suis dit, bon, c'est vrai que mes instincts de survie sont vraiment focalisés sur du solo. Oui, il y a de l'explication des différents modules des investigateurs de façon assez, on va dire, superficielle. Je fais pas des vidéos ultra longues comme on peut les faire avec Omen, sur ce qu'on a fait pour Charlie, pour Darrell. Je fais des trucs un peu plus ciblés avec des decks que j'ai joués, moins généralistes. Mais je montre quand même des trucs plutôt pas trop mal, je pense. Et voilà, je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant de donner des pistes de réflexion pour du multi, pour ajuster les decks, parce que parfois il faut pas grand chose pour changer un deck de solo vers multi. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez nous soutenir via Tipeee, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord des JCE TV si jamais ce n'est pas encore fait, on vous y accueillera chaleureusement et vous pourrez peut-être au hasard d'une soirée brumeuse et mystérieuse, croiser un Shep ou un Ryzen qui sont en train d'enregistrer ou de jouer à Aurora Arkham ou au Seigneur des Anneaux. Allez, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.